Bon, ça y est, le tout dernier épisode de la série Netflix Stranger Things est sorti, signant la fin de la série. Un sacré final, bourré de révélations, mais aussi une fin qui va beaucoup faire parler, notamment au vu du dernier plot twist de la série. Et justement, qu'est-ce qu'il fallait comprendre avec cette fin? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la toute fin de l'épisode, mais pas que? On va tout expliquer et dans les détails. Sortez vos costumes d'explorateurs de l'Upside Down, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec vos pouvoirs de télépathie. Je suis HeroesF et aujourd'hui, enfin, on parle du dernier épisode de Stranger Things. Bon visionnage. Le dernier épisode de Stranger Things saison 5 démarre et on comprend très vite que nos héros vont prendre les rênes pour cette fois affronter Vecna chez lui, dans sa propre dimension. En effet, le monde à l'envers, l'Upside Down, est un trou de verre, comme cela avait bien été teasé. Et pour la faire courte, il s'agit d'un passage entre deux endroits, deux mondes. Sauf que ce passage, on peut le visiter, il est palpable, le fameux monde à l'envers, et comme vous pouvez le voir, il relie notre dimension avec celle des abysses, avec la même forme que le dessin de trou de verre montré par le prof au début de la saison. Mais avant de détruire cette passerelle, le monde à l'envers, histoire que la menace s'arrête une bonne fois pour toutes, il faut sauver les enfants kidnappés par Vecna. Elle, Kali et Max vont ainsi s'introduire dans l'esprit de Vecna pour le combattre de l'intérieur, pendant que le reste de l'équipe va lui accéder aux abysses, la dimension de Vecna, pour sauver les enfants et détruire cette fois le corps de Vecna. Bien sûr, tout le monde ne va pas participer à l'opération, comme Hopper pour ne citer que lui, qui de son côté va s'occuper de coordonner les deux équipes. On comprend alors très vite que les enfants kidnappés sont emprisonnés à l'intérieur du flagelleur mental, le Mind Flayer, une créature gigantesque pour l'instant endormie, un Mind Flayer qui est bel et bien révélé comme étant le grand méchant principal de la série, ou presque, dans le sens où Vecna et lui ont d'une certaine manière fusionné. Comme l'explique Vecna lui-même, il a besoin du Mind Flayer et le Mind Flayer a besoin de lui. C'est l'une des révélations de cette ultime saison. Ce qui nous amène cette fois à l'une des plus grandes révélations de la série, l'origine du Mind Flayer et la fameuse connexion avec Vecna. Et toute la scène avec la grotte va s'en occuper, ou presque, car on peut enfin voir ce que Vecna, beaucoup plus jeune, Henry Krill, avait trouvé dans la fameuse mallette du scientifique fou. Souvenez-vous, Henry Krill, durant l'une de ses balades d'exploration, va finir par tomber nez à nez avec un scientifique convaincu qu'il est recherché et que Henry veut le tuer. Arrive alors ce qui arrive, Henry doit se défendre, l'origine du fameux traumatisme qui continue de hanter Vecna. Car sur place, les choses vont vite déraper lorsque Henry va décider d'ouvrir la mallette. Il découvre alors une sorte de caillou ou de roche, voire un minéral, c'est pas le plus important, car c'est ce qui se trouve dessus qui l'est. Ce sont des particules mystérieuses, comme venues d'un autre monde. Le scientifique mourant prévient alors Henry du danger de ce qu'il a entre les mains, précisant que ça allait le consumer, mais c'est déjà trop tard, les particules fusionnent avec le corps d'Henry, le transformant à jamais. La naissance de Vecna. Malheureusement, ce final de Stranger Things n'entre pas trop dans les détails, car l'origine de ces particules remonte à un événement très important qui a eu lieu dans le passé, et qu'explore entre autres une pièce de théâtre dédiée à Henry Krill. Vous avez sûrement vu ça passer sur le net depuis le début de la saison. Et en très court, lors d'une expérience militaire dans les années 40, un portail vers une autre dimension est ouvert, la fameuse dimension X ou les abysses dans la série. Et le seul survivant de cette exploration sera le père du Dr Brenner, un événement qui poussera le fils à poursuivre cette expérience complètement folle. Ce que trouve Henry Krill, c'est donc un vestige de ces fameuses expériences. Dès son contact avec les particules du Mind Flayer, Henry a alors des visions de ce dernier, le début de sa quête pour devenir Vecna. Et la suite, vous la connaissez, Henry va finir par être capturé par le Dr Brenner pour plus tard rencontrer 11, celle qui va ouvrir la voie vers les abysses, en créant un trou de verre, le fameux Upside Down, le monde à l'envers. La grotte et toutes les scènes avec Vecna dans cette dernière, c'est donc l'origine, le traumatisme que Vecna a refoulé, ou plutôt un souvenir que le Mind Flayer voulait cacher à Vecna pour mieux le contrôler. Le flagelleur mental est donc bien le grand vilain de la série, et Vecna c'est donc, comme le disait Eddie dans une partie de Donjons et Dragons, Vecna c'est son général 5 étoiles. Même si on va plus tard comprendre qu'ils sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Will a d'ailleurs essayé de ramener Henry à la raison, mais ce dernier était complètement absorbé par le Mind Flayer qui était pour lui la solution à tout. C'était, on peut le dire, déjà trop tard pour lui. De retour dans la grotte, tout se passe comme prévu. Les enfants sont sauvés, du moins dans l'esprit de Vecna, et très vite un vrai combat dans le vrai monde va avoir lieu, cette fois chez Vecna, chez le Mind Flayer. L'énorme, la gigantesque bestiole extradimensionnelle qu'est le flagelleur mental finit alors par montrer sa véritable apparence. Mais nos héros vont réussir tout de même à l'affaiblir, justement grâce à la connexion qu'il a avec Vecna.
Les entraînements de 11 vont alors enfin payer lorsqu'elle va s'introduire à l'intérieur du Mind Flayer pour accéder à Vecna et le terrasser, un travail collectif qui mènera à la mort de Vecna et on le suppose, la mort du Mind Flayer également. Je vous avoue, le Mind Flayer, ils n'ont pas vraiment insisté sur lui, ou comment il fonctionne. On sait seulement que c'est Vecna et les 12 enfants kidnappés qui permettent de l'alimenter, mais maintenant que Vecna est mort et que les enfants sont sauvés, on voit son cœur arrêter de battre, signifiant possiblement sa mort. Tout le côté créature composée de particules a d'ailleurs été mis de côté, pour nous montrer du coup une enveloppe physique de l'entité. Nos héros ont gagné, tout le monde est en vie, ou presque. Malheureusement, Kali a été mortellement blessée, mais comme elle le dit si bien pour elle, l'aventure allait tout de même finir dans l'Upside Down, peu importe son état, car elle n'avait pas prévu de revenir. Elle est alors laissée pour morte, et on va y revenir car c'est l'un des éléments les plus importants de cette fin. Maintenant que Vecna est vaincu et que les enfants sont sauvés, alors il est de nouveau question de détruire le monde à l'envers. Comme convenu, histoire de régler le problème à la source. Le compte à rebours est lancé, les explosifs sont sur place, et nos héros sont en train de rentrer chez eux. Mais pile au moment où ils passent le portail pour rentrer à Hawkins, l'armée est sur place et capture tout le monde sans exception. Ou presque. Car oui, l'espace d'un moment, Eleven a disparu, pourtant elle était là avec tout le monde dans le camion. On peut alors enfin comprendre la vérité derrière sa disparition. Eleven, elle, 11, était restée derrière de l'autre côté du portail pour mourir en même temps que l'Upside Down. La seule et unique solution pour que le gouvernement ne puisse jamais recréer d'autres Eleven, d'autres Vecna, d'autres expériences sur des enfants innocents. Un dernier sacrifice pour le grand bien. Ou presque, on va y revenir, un sacré final. Nos héros sont alors dévastés devant un tel choix, surtout Mike, qui va avoir le droit à un dernier tête-à-tête avec 11 pour un dernier au revoir. 18 mois plus tard, tout le monde est passé à autre chose, on va dire, tout le monde sauf Mike, qui clairement est resté bloqué. Il n'arrive pas à avancer alors que tout le monde décide de continuer sa vie, et justement embrasser pleinement cette seconde chance qui leur a été offerte. La ville d'Hawkins est alors comme avant pleine de vie. Nos premiers héros, ou du moins Dustin, Max, Lucas, etc. se préparent leur cérémonie de remise de diplôme. En plus, Dustin va en profiter pour exaucer l'un des vœux d'Eddie en arrachant son diplôme et en envoyant tout le monde se faire voir comme Eddie voulait le faire. Une partie très sympa de ce final. Hopper demande Joyce en mariage, Steve Harrington lui va devenir prof de sport et sera apparemment l'un des rares parmi les jeunes à rester à Hawkins. Robin et Jonathan vont aller à l'université, Nancy elle arrête les études pour travailler, bref tout le monde refait un petit peu sa vie ou décide de faire autre chose. Max et Lucas eux sont toujours aussi amoureux et je crois bien que c'est l'un des rares couples à avoir survécu et on peut pour chacun les voir dans leur nouvelle vie. Enfin, Mike est présenté comme se lançant complètement dans une activité d'écrivain. Lui qui était réputé pour être l'un des meilleurs conteurs d'histoire pour les parties de Donjons et Dragons, semble avoir trouvé sa vocation. Et justement, c'est durant une dernière partie de Donjons et Dragons qu'opère la magie, et que Mike, que la série nous donne une révélation finale qui remet tout en question. D'après Mike, elle, Eleven, 11, est toujours en vie, et il a une théorie très solide pour accompagner cette révélation. Tant mieux, on va pouvoir analyser cette dernière révélation pour déterminer si c'est vrai ou non, car apparemment ça fait débat, et je vous rassure ici on va trancher, car la réponse est devant nous depuis le début. Analyser des théories, on sait faire sur cette chaîne. Mike nous explique ainsi que 11 est en vie, et avec l'aide de Kali, sa sœur, ils avaient un plan top secret pour simuler sa mort. Pourquoi me diriez-vous? Parce que si tout le monde voit Eleven mourir, y compris ses amis, et que tout le monde y croit, alors le gouvernement y croit aussi, et arrête de la chercher. Elle peut alors enfin vivre une vraie vie heureuse, une vie en liberté, et profiter de tout ce dont elle avait été privée. Et la théorie de Mike s'articule ainsi. 11 ne pouvait tout simplement pas utiliser ses pouvoirs pour faire ce fameux tête-à-tête avec lui lorsqu'il s'était fait arrêter par l'armée, et que Eleven était de l'autre côté du portail. Et ce pour la simple et bonne raison que les ondes des militaires, la fameuse kryptonite d'Eleven, la pierre de suppression, étaient activées. Et c'est vrai ça. Eleven est en transe et est incapable d'utiliser le moindre pouvoir lorsque ces fameuses ondes sont activées. Alors comment est-ce qu'elle a réussi à utiliser ses pouvoirs pour s'isoler avec Mike? La voici l'histoire du mage, l'histoire cachée d'Eleven, la fameuse théorie de Mike. Toujours d'après Mike, personne n'aurait remarqué cet élément, pourtant capital. Il explique ensuite que Eleven et Kali étaient très intelligentes et avaient finalement trouvé une issue. Ainsi, grâce à Kali, la solution était toute trouvée, mais Eleven devait respecter sa partie du plan, garder sa survie top secrète, même ses amis devaient la croire morte.
Loin des ondes des militaires, Kali a ainsi pu utiliser ses pouvoirs, elle, rendant Eleven invisible. Eleven peut alors s'enfuir par le même endroit où Hopper faisait ses expéditions. Elle marche difficilement à cause des ondes, mais elle peut s'enfuir. Loin, assez loin, et une fois qu'elle n'est plus à portée des fameuses ondes, là elle peut utiliser ses pouvoirs pour le dernier tête-à-tête avec Mike. Quant à la Eleven qui reste de l'autre côté du portail, c'était une illusion. Max demande alors à Mike où se trouve 11 selon lui, et il réplique qu'elle est sûrement loin dans une ville paisible, à l'abri. Une théorie à laquelle tout le groupe va finir par croire, qui c'est une manière pour eux d'avancer, car malheureusement aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Par contre, nous, on peut vérifier. Déjà, de 1, la théorie tient la route. On a vu que les ondes étaient activées, pourtant, 11 utilise ses pouvoirs. C'est donc incohérent, sauf si Mike a raison. Ensuite, Kali était mourante, oui, mais pas encore morte. Et l'idée qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs une dernière fois, ça aussi, ça fonctionne. Rien d'incohérent de ce côté-là. Surtout que toute, et je dis bien toute une scène, a été construite pour accompagner cette révélation. Et c'est la partie où Hopper finit par convaincre 11. Souvenez-vous, à la base, Kali et elle voulaient se sacrifier toutes les deux pour arrêter le cycle une bonne fois pour toutes. Car tant que Eleven est en vie, déjà elle est traquée, mais aussi ses proches, et surtout le sang de Eleven ouvre la porte à de nouvelles expériences. Si Eleven est capturée, tout est fichu. Mais durant ce final, Kali et elle comprennent qu'il est possible de vivre même caché. Kali, qui voulait vraiment que Eleven meure, finit elle-même par être convaincue par Hopper. Et toute une scène a été dédiée à cette idée. Ensuite, la disparition de Eleven. En effet, dès qu'on passe le portail et qu'ils se font arrêter, Eleven disparaît comme par magie. Et souvenez-vous, elle était encore là avec tout le monde dans le fameux camion. Et que personne ne puisse la voir descendre, c'est un petit peu trop gros. Pareil, lorsqu'il passe le portail, il y a les ondes anti-pouvoir qui sont là pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors traverser toute la rue devant tout le monde pour prendre le portail sans que personne se doute de rien, là aussi c'est pas très cohérent. Eleven avait vraiment disparu comme par magie, ou plutôt comme par Kali. Ensuite, on a tout le parallèle visuel avec le pouvoir de Kali, car on voit que l'illusion d'Eleven est entourée d'une sorte de sentiment, comme lorsque Kali donne vie à des illusions. Et ça, Mike peut pas l'inventer, il n'y connaît rien. Pareil pour le labo dans l'Upside Down où se trouve Kali, on voit bien qu'il n'a pas été directement détruit. Elle est alors techniquement toujours en vie, mourante bien sûr, mais ça se tient. En plus, on ne voit pas Kali mourir à l'écran. Un autre élément, c'est le choix de Hopper de vite accepter la mort de 11, alors que justement pour lui c'est tout l'inverse. Elle veut se sacrifier, il arrive à la convaincre, et là il accepte comme si de rien n'était. On dirait presque qu'il sait quelque chose, ou qu'il s'est douté que Eleven n'était pas vraiment morte. Aussi, très important, Mike ne fait pas que raconter sa théorie, on a des visuels, et pour le coup des visuels qui sont un petit peu trop détaillés, comme la fameuse ville avec les cascades, et il y en a bien trop, comme si Eleven cherchait exactement un endroit comme celui dans lequel elle voulait vivre avec Mike, et ça il ne peut pas vraiment l'inventer. Bref, tout a l'air d'avoir du sens et d'être cohérent, et puis Kali qui permet à 11 d'avoir la vie qu'elle n'a jamais eue, on peut pas faire plus logique. Là, clairement, je vous le dis, il ne manquerait plus qu'un tout petit élément pour qu'on soit vraiment sûr à 100% que la théorie de Mike est vraie. Si seulement on pouvait confirmer que les fameuses ondes anti-pouvoir de l'armée étaient bien activées durant la scène où Eleven utilise ses pouvoirs. Et bah, on peut vérifier. Direction Netflix, le moment exact où ils se font arrêter, on active les sous-titres pour sourds et malentendants, et voilà. On sait qui parle, on sait quand un objet fait du bruit, quand une musique se lance, et ici on nous indique bel et bien en VO et en VF que les ondes anti-pouvoir étaient bel et bien activées. Ainsi, 11 ne pouvait absolument pas utiliser ses pouvoirs. Mike dit donc bien la vérité. Eleven est en vie, et a semble-t-il même trouvé le fameux village dans lequel elle pourra vivre heureuse avec Mike. La série se termine ainsi sur une fin plutôt heureuse. Je suis d'ailleurs curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce final. Perso, j'aurais aimé avoir plus de Vecna, plus d'explications, plus de Mind Flyer aussi. Voilà, mais je sais que c'est pas toujours possible. Plein de choses ont été vite mises de côté, etc. Mais je pense que c'est un final ok, avec même un petit côté fin ouverte. En plus, ils veulent faire une autre série dans le même univers, du coup à voir. En tout cas, je sens que ce final va beaucoup diviser.
Arrive alors après l'épisode le générique de fin, le tout est sous forme de page d'un jeu de rôle, on nous montre même la couverture, un générique plutôt sympa. Par contre, me lancez surtout pas sur ce que ça pourrait signifier, car là aussi il y a des théories. Entre le jeu de rôle que Mike va créer, et là ça va, ou encore le fait que toute la série c'était juste un jeu de rôle, bref, restant sur Eleven est en vie, c'est mieux comme ça. En tout cas, Mike lui est content de voir une nouvelle génération de gamins jouer à Donjons et Dragons. Leur histoire, elle, est terminée, mais ça veut pas dire qu'une autre ne va pas voir le jour. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment des explorateurs d'exception, écrivez Dustin le Goat dans les commentaires, histoire qu'on se reconnaisse entre nous. Bien sûr, hâte d'avoir vos retours sur tout ça, si vous avez apprécié ce final ou non, c'était réussi, moyen, raté. Dites-moi tout, et aussi c'est lequel votre personnage préféré de la série, maintenant que c'est fini. Perso, c'est forcément Eddie. Discutons de tout ça en commentaire, en plus le petit commentaire aide au référencement de la vidéo. Un grand merci. Promis comme d'hab, je lis et réponds à tout le monde. Et vous pouvez partager cette vidéo avec tous vos amis fans de Stranger Things, je suis sûr que ça pourrait leur plaire. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu de l'Upside Down. C'est très important pour soutenir la chaîne et m'encourager pour explorer plus de belles choses. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Et par ici, je vous envoie vers une belle vidéo. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.